On m'a demandé il y a quelque temps, à l'occasion de ce bicentenaire, de rendre hommage à Nicolas Clément Desormes, qui fut nommé, comme on l'a dit tout à l'heure, à une des 3 premières chaires du CNAM, la chaire de chimie industrielle appliquée aux arts. Alors la première difficulté pour moi, ça va être de vous présenter, de vous faire une présentation sans vous abreuver de formules chimiques et de réactions chimiques, même si je pense que leur esthétisme peut donner lieu à de très beaux, de très belles décorations en termes de street art. Et la deuxième difficulté, c'est que, et là Olivier devra m'excuser, je ne suis pas féru d'histoire. Et pour tout vous dire, je connaissais très peu l'histoire de Nicolas Clément Desormes, et donc j'ai fait quelques petites recherches. Il y a d'ailleurs quelques ouvrages écrits par des professeurs du CNAM qui éclairent bien la carrière de Nicolas Clément Desormes. Alors, comme vous le voyez, on ne voit pas de portrait de Nicolas Clément Desormes. J'ai appris ça à la conférence précédente. On n'a pas de portrait de lui, donc on ne connaît pas son visage. Alors, cette recherche autour de Nicolas Clément Desormes m'a conduit à trouver quelques points communs avec mon parcours que je vais vous illustrer. Certains sont vraiment très étonnants. Alors, Nicolas Clément Desormes était avant tout un chercheur éclectique. Et il a été ouvert à de très nombreuses problématiques de recherche qui concernent la chimie, mais aussi le génie chimique et la physique. Et là, je trouve un premier point commun avec mon parcours, puisque je pense qu'en fait, pour travailler moi dans le monde de l'innovation thérapeutique, c'est vraiment la croisée de différentes disciplines, la chimie pour moi, la biologie et plus particulièrement la pharmacologie, mais aussi la physique, puisque je m'intéresse à l'activation de médicaments par des rayonnements, qu'on peut véritablement aujourd'hui être innovant. Alors en termes de chimie, il a travaillé sur le monoxyde et le bisulfure de carbone, et puis par exemple sur la détermination de l'élément iode. Et voilà un autre point commun avec ma carrière industrielle. Je me suis intéressé, moi, pas mal à des molécules polyiodées en tant qu'agent de contraste de scanner RX, et puis aussi à ce produit que vous voyez en bas, là, le lipiodol ultra fluide, qui est utilisé pour traiter le goitre, et aussi pour la chimio-embolisation des cancers hépatiques. Il a travaillé sur des colorants, notamment le bleu outre-mer. En génie chimique, on le voit s'intéresser à la fabrication de l'acide sulfurique, et à 2 thématiques qui seront un peu le fil rouge de ma présentation, la distillation de l'eau de mer et la fermentation alcoolique. Et vous verrez que ces technologies réapparaissent dans les technologies actuelles de fabrication des biocarburants. En physique, il travaille notamment sur le zéro absolu, le coefficient de Laplace d'un gaz parfait, donc il faut aimer la physique déjà pour apprécier ça. Et puis, il définit la calorie au sens de la calorie utilisée par les nutritionnistes aujourd'hui, donc la capacité de la chaleur qu'il faut pour élever 1 kg d'eau de 1 degré sous pression atmosphérique. C'est aussi, et ça c'est un point commun avec mon parcours puisque je viens de l'industrie, un industriel, ou plutôt un manufacturier, ou peut-être que Christian dirait un entrepreneur. On le voit diriger par exemple des fabrications d'Alain qui étaient utilisées notamment pour l'industrie textile, des manufactures de sucre à betterave à Rambouillet, ça aussi ça va conduire au fil rouge avec les biocarburants. Et puis il a surtout dirigé des soudières à Chauny et puis à Dieuze. Et là, il faut s'arrêter un petit moment parce que je pense que personne dans la salle ou très peu de gens doivent connaître Dieuze, une petite ville, peut-être si, toi tu dois connaître, une petite ville qui se promène qui est un petit peu isolée, on va dire, de 5000 habitants, qui est isolée entre Nancy et Metz, et il se trouve que j'y ai passé mes 18 premières années, mon enfance et mon adolescence. Donc du coup, cette conférence m'a fait remonter beaucoup de souvenirs, au grand plaisir de ma psy qui va voir son chiffre d'affaires augmenter dans l'année à venir. Alors vous voyez ici une image des salines royales de Dieuze, puisque l'économie de cette ville était véritablement liée à la chimie à partir de l'exploitation du sel. Et juste à côté, vous ne le voyez pas, il y a le troquet des lycéens à côté des salines royales. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait Nicolas Clément Desormes à Dieuze? Il implante en fait la fabrication de la soude artificielle, donc carbonate de sodium, par décomposition du sel, et c'est le procédé Leblanc. Et là aussi, une drôle de surprise, je m'aperçois que dans la cour du CNAM, on peut trouver la statue de Nicolas Leblanc, là, à quelques mètres d'ici.
Et je ne sais pas pourquoi, il faudra que quelqu'un m'explique, je ne vois pas pourquoi on parle au CNAM de Nicolas Leblanc, mais sans doute des gens dans la salle pourront m'en parler. Alors vous voyez que c'est déjà des productions importantes, hein, plus de 1000 tonnes en 1834, donc on est sur des fabrications industrielles importantes, et cette soude industrielle intervient dans l'industrie du verre, des savons, des textiles, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que le procédé de M. Leblanc, Nicolas Leblanc, est extrêmement énergivore et polluant. Bon, il faut chauffer à peu près à 900 degrés, on a des polluants comme l'acide chlorhydrique. Et finalement, ce procédé va être remplacé assez rapidement, en 1870, par le procédé Solvay, qui est nettement moins polluant et beaucoup moins consommateur d'énergie. Et on voit que nos manufacturiers, au XIXe siècle, comme M. Jourdain, commençaient à intégrer des problématiques de durabilité sans le dire. C'est aussi, bien sûr, un professeur du CNAM, un professeur manufacturier, puisqu'il vient de l'entreprise, et un enseignant éclectique, puisque ses leçons vont refléter en fait la diversité de son expérience industrielle et de son expérience de chercheur. Il va faire des leçons sur l'éclairage, la thermodynamique de la vapeur et l'alimentation des machines à vapeur, et Dieu sait que c'était important au CNAM, la fabrication de la soude, la distillation et la fabrication des sucres. Distillation et fabrication des sucres, on y reviendra tout à l'heure quand je vous parlerai des biocarburants. Alors, quel pourrait être le regard de Nicolas Clément Desormes sur les évolutions scientifiques et industrielles de la chimie depuis les manufactures du XIXe siècle? Alors, la chimie est parfois qualifiée de science des sciences, et elle a été à l'origine de nombreuses innovations depuis le XIXe siècle dans de nombreux domaines, en particulier la santé et l'industrie du médicament, mais aussi l'agrochimie, la cosmétique, l'électronique, le bâtiment, les matériaux, etc. Néanmoins, comme on le sait tous, c'est une industrie génératrice de pollution et d'accidents industriels majeurs, comme nous l'a rappelé récemment l'actualité. Au regard de ces problématiques, l'enjeu de la chimie du XXIe siècle, c'est clairement d'intégrer les problématiques de développement durable, avec cette première définition qui avait été proposée par Madame Brundtland, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors cet objectif de développement durable, il a été véritablement précisé par le 8e secrétaire de l'ONU, M. Ban Ki-moon, qui en avait fait la priorité de son mandat et qui avait défini les 17 objectifs du développement durable, qui couvrent l'intégralité des enjeux de cette durabilité, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la paix, l'agriculture et l'éducation. Face à ces 17 objectifs du développement durable, on peut considérer qu'un des moyens, en tout cas un moyen utilisable pour en atteindre certains, c'est le concept de chimie durable. Alors cette chimie durable va regrouper l'ensemble des technos qui permettent de limiter les besoins en matières premières et en énergie, minimiser la production des déchets et des rejets des productions chimiques, réduire évidemment l'utilisation de substances dangereuses pour la santé et l'environnement, et puis prévenir des accidents et les émissions de composés dangereux dans les procédés chimiques. Alors, ce concept de chimie verte et durable, ironiquement, est né aux États-Unis dans les années 1990, ironiquement si on s'en réfère aux positions de l'administration Trump actuellement sur le réchauffement climatique. En 1990, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis adopte une réglementation pour limiter, réduire la pollution à la source aux États-Unis. Et dès 1991, cette organisation commence à financer les premiers programmes de recherche de chimie verte, et donc les chercheurs américains se mettent à faire de la chimie verte. Les principes de la chimie verte sont ensuite codifiés par deux chimistes largement cités, Paul Anastase et John Warner, qui codifient l'approche en proposant 12 principes de chimie verte. Alors ces 12 principes de chimie verte ont largement été cités, largement commentés dans la littérature. Comme je le dis à mes étudiants, une bonne classe de collège serait capable de nous sortir les 12 principes de chimie verte. Donc ce n'est pas vraiment le fond de ces principes qui est important, c'est plutôt l'idée
qu'il faut conjointement utiliser les 12 principes simultanément pour faire une chimie verte. Autrement dit, ce n'est pas en faisant des synthèses chimiques non toxiques que vous faites de la chimie verte. Il faut l'associer aux 11 autres principes. Cette chimie verte, elle a ensuite été extrapolée à d'autres domaines, notamment le génie chimique, parce qu'il ne s'agit pas que de concevoir des choses durables, il s'agit de les produire, aux nanomatériaux plus récemment, et encore plus récemment à la chimie analytique. Alors le concept de chimie verte a évolué récemment pour devenir la chimie durable, c'est-à-dire qu'on associe à ces 12 principes des métriques. Effectivement, les qualiticiens du CNAM nous le diraient, on est capable d'améliorer que ce que l'on est capable de mesurer. Alors le chimiste évalue en général la performance d'une réaction à travers la notion de rendement chimique. C'est ce que faisait Nicolas Clément Desormes, c'est ce qu'on m'a appris dans les années 90, où on fait le ratio en fait entre la quantité de matière qu'on obtient et la quantité de matière idéale qu'on aurait pu obtenir. Et vous voyez que ce ratio ne tient absolument pas compte de la durabilité. Alors la chimie durable, elle va essayer de corriger cet aspect-là en introduisant des métriques comme le facteur environnemental qui va intégrer la quantité des rejets générés, le rendement masse effectif qui intègre l'écotoxicité ou de façon plus complexe le quotient environnemental qui va intégrer la toxicité des rejets. Alors dans les quelques diapositives suivantes, je vais essayer de vous montrer les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre industriellement et très concrètement la chimie durable. Et je vais illustrer ce propos avec la problématique des biocarburants. Une partie de la chimie qu'a développée Nicolas Clément Desormes s'applique à la synthèse des biocarburants. Alors pourquoi des biocarburants ? La nécessité finalement de diversifier les carburants est née de plusieurs constats. Premièrement, l'épuisement des réserves d'énergie fossile. Actuellement, les transports dépendent à plus de 90% du pétrole. Et surtout des problématiques environnementales, en particulier le réchauffement climatique qui est dû à l'émission de gaz à effet de serre qui proviennent partiellement de la combustion. Et puis d'autre part, la pollution atmosphérique, puisque les combustions, notamment dans les transports, vont délivrer des oxydes soufrés et des particules qui sont toxiques. Alors les biocarburants, à cet égard, apparaissent intéressants pour ces problématiques environnementales, notamment pour répondre aux objectifs 7 et 13 de l'ONU, de développement durable de l'ONU. En effet, ces biocarburants proviennent de la biomasse, et il faut bien comprendre que la biomasse, c'est finalement une forme de stockage de l'énergie solaire à travers des métabolites qui sont l'amidon, la cellulose, la lipide, et qui sont fabriqués par le processus de photosynthèse. Alors ces biocarburants sont censés avoir un impact réduit sur l'environnement pour deux raisons essentielles. Premièrement, ils ne produisent pas d'oxyde de soufre ou de nanoparticules toxiques. Et puis surtout, ils vont rejeter via l'utilisation des biocarburants, va bien sûr créer du CO2, qui est un gaz à effet de serre, mais ce CO2 va être reconsommé par la biomasse pour que cette biomasse puisse utiliser ce CO2 dans le processus de photosynthèse. On pourrait donc parler d'un cercle vertueux du dioxyde de carbone. Des biocarburants de première génération sont aujourd'hui sur le marché. En France, on les retrouve dans l'essence commerciale et ils sont en fait additionnés aux carburants pétroliers. Deux filières de biocarburants sont proposées. Une filière biodiesel qui est réalisée à partir d'une simple réaction de transestérification d'huile. Alors des huiles végétales, colza, tournesol, soja, palmier. On a pas mal parlé d'huile de palme utilisées pour les biocarburants dans l'actualité très récente. Ça peut être aussi des huiles qui sont recyclées. Et puis le bioéthanol 1G, donc là qui va provenir de cultures sucrières, canne à sucre, betterave ou amidon, blé, maïs, pommes de terre. Alors dans cette filière de bioéthanol 1G, on va préparer la biomasse par broyage et lavage, et puis ensuite on va utiliser une réaction de fermentation pour transformer les sucres en éthanol, en bioéthanol, et ce bioéthanol sera purifié
par distillation. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux Nicolas Clément Desormes, puisque je vous disais qu'il s'est intéressé dans sa carrière de chercheur et de professeur à la fermentation des sucres et aux opérations de distillation, deux opérations qu'on retrouve donc dans ces biocarburants de première génération. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs que les technologies qui mènent à ces biocarburants de première génération sont très bien connues, très matures et largement optimisées à l'heure actuelle. Alors ces biocarburants qui se veulent répondre à des problématiques environnementales sont aujourd'hui extrêmement critiquables en termes d'éco-bilan. Déjà, ils utilisent des surfaces cultivables au détriment des surfaces agricoles dédiées aux besoins alimentaires et ils menacent ainsi la sécurité et les prix alimentaires. C'est ce qui a fait dire à Jean Ziegler, qui était rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation à l'ONU en 2007, quelque chose qui est quand même très marquant, c'est un crime contre l'humanité qui est commis lorsqu'on convertit un sol productif pour l'alimentation en terre à produire des biocarburants. D'autre part, ces biocarburants de première génération, l'obtention de ces biocarburants de première génération pose d'autres problématiques environnementales, des problématiques de déforestation qui vont conduire bien sûr à des pertes de biodiversité et des pollutions induites par l'agriculture intensive dues notamment à l'usage des engrais azotés qui conduisent eux-mêmes à la production de gaz à effet de serre. Et finalement, la diminution des gaz à effet de serre va être extrêmement dépendante de la façon dont on va cultiver les plantes utilisées pour ces biocarburants de première génération et ce cercle vertueux du CO2 est probablement très limité dans le cas des biocarburants de première génération. En passant, vous avez sur cette carte des États-Unis l'impact en termes de surface à consacrer à la production des plantes pour des biocarburants de première génération. La surface jaune, c'est en fait la surface qu'il faudrait utiliser aux États-Unis en termes de culture de maïs pour pouvoir approvisionner tout le continent, enfin tout, pas le continent, tous les USA en biocarburants et que ce biocarburant leur permette d'être indépendants énergétiquement. Alors pour améliorer et dépasser ce problème des biocarburants de première génération, on est en train aujourd'hui d'industrialiser des biocarburants de deuxième génération. L'idée ici, c'est déjà de valoriser l'intégralité de la plante, parce que dans les biocarburants de première génération, on n'utilisait qu'une partie de la plante. Et puis, on va utiliser des plantes dédiées, non comestibles et à croissance rapide. On va avoir donc un impact sur les surfaces cultivées qui va être moindre. C'est la surface qui est en bleu sur la carte des États-Unis. En France, on a aujourd'hui 2 projets pilotes en termes de biocarburants de première génération, Futurol pour du bioéthanol et Biotefuel à Dunkerque pour du biodiesel. Donc, comme je viens de vous le mentionner, en fait, on a encore 2 filières de biocarburants de deuxième génération, donc en voie d'industrialisation. La filière biodiesel, qu'on appelle voie thermochimique, parce qu'on va utiliser une gazéification de la biomasse à très haute température, ce qui n'est pas très durable d'ailleurs. Et puis après, on va convertir un gaz de synthèse en hydrocarbures via une très vieille réaction qui est la réaction de Fischer-Tropsch. Et puis on a la voie bioéthanol deuxième génération, qui est une voie qu'on qualifie de biochimique. Et là, on va hydrolyser enzymatiquement la cellulose ou l'hémicellulose en glucose. Et puis ce glucose, on va ensuite le transformer, comme les biocarburants de première génération, en éthanol. Alors là, c'est intéressant parce que dans la dynamique de la chimie durable, on voit qu'on intègre les biotechnologies, et donc dans ce cas, l'hydrolyse enzymatique. Bon, il est néanmoins clair que dans une optique réellement durable et respectueuse de l'environnement, les biocarburants de deuxième génération, ce n'est pas véritablement la solution, parce qu'il va falloir limiter leur production pour limiter la déforestation, et puis il va falloir faire des productions extrêmement locales pour limiter en fait les émissions de CO2 qui pourraient être liées au transport des végétaux vers les usines qui vont produire ces biocarburants. Alors, ces inconvénients que je viens de vous citer des biocarburants de première génération, deuxième génération,
remettent véritablement en cause même le concept de biocarburant. Et c'est ce qu'a mis en exergue Hartmut Michel, qui est quand même un prix Nobel de chimie. Dans un édito, il qualifie les biocarburants de non-sens. Alors pourquoi non-sens? Déjà, 50% de l'énergie stockée dans la plante doit être investie pour produire le biocarburant, donc elle est perdue. Pourquoi? Parce qu'on va produire des engrais, des pesticides, on va faire travailler des machines agricoles, on va transporter les végétaux et on va faire de la synthèse de biocarburant. Et tout ça, ça consomme une grosse partie de l'énergie. Mais surtout, pour lui, c'est un non-sens parce que le rendement énergétique de la photosynthèse des plantes est très médiocre. Moins de 0,1% de l'énergie solaire est transformée par la plante. Et si on compare ça aux technologies photovoltaïques, dans les énergies photovoltaïques, ce rendement de conversion est de plus de 15% et donc 150 fois plus efficace. Donc selon lui, arrêtons d'investir sur les technologies de biocarburants et on met tout sur la photosynthèse. Néanmoins, les chercheurs ne s'arrêtent pas là, et aujourd'hui, on est en train de travailler, alors là pour le coup véritablement stade de recherche, sur des biocarburants de 3e génération, nommés aussi les algocarburants. Alors ces algocarburants vont utiliser une ressource, une biomasse très particulière, les microalgues. Donc c'est une biomasse extrêmement diversifiée, ce sont des organismes unicellulaires qui sont cultivés dans l'eau, et de façon très intéressante, qui représentent 40% de la photosynthèse terrestre. Leur culture ne se fait pas en concurrence avec des surfaces agricoles, et vous voyez que les biocarburants de 3e génération nécessiteraient pour couvrir tous les besoins des États-Unis la surface qui est en vert sur la carte des États-Unis. Ces microalgues vont fixer le dioxyde de carbone atmosphérique par photosynthèse et vont l'intégrer dans des métabolites très riches en énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que leurs rendements en photosynthèse sont bien supérieur à celui des plantes, et finalement, cela répond partiellement aux critiques qui ont été formulées par Hartmut Michel. Alors, 3 types de métabolites peuvent être produits avec des microalgues. On peut faire du biogaz, de l'hydrogène biogaz, du bioéthanol, du biodiesel. Tout dépend de la façon dont on va modifier génétiquement en fait, ces microalgues. Néanmoins, aujourd'hui, je vous le disais, on est au stade de la recherche et on a encore de très nombreux verrous technologiques à surmonter pour produire industriellement des algocarburants. Alors si on prend par exemple le cas du biodiesel de 3e génération, les verrous à lever, c'est notamment de savoir sélectionner et de modifier génétiquement des microalgues pour leur apprendre à produire plus d'huile, jusqu'à 80% d'huile, en limitant leurs besoins en nutriments, essentiellement de l'azote et du phosphate. Notre capacité à les cultiver dans des bassins ouverts, vous avez ici une photo d'un pilote de bassin ouvert ou dans des photoréacteurs, ce qui pose des problèmes technologiques très différents, de contamination par exemple. La capacité de récolter les huiles dans ces bassins ou dans ces photoréacteurs et le coût de cette récupération des huiles. Aujourd'hui, dans les procédés qu'on évoque en recherche, plus de 30% du coût du procédé est dû à la récolte et à l'extraction d'huile. Et puis évidemment, il faudra être capable de faire un éco-bilan complet de ces procédés lors de leur industrialisation. Donc il est clair que ces procédés microalgues ont probablement un intérêt dans l'avenir, mais qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur leur efficience en termes industriels. Et donc cet exemple des biocarburants me semble bien illustrer la difficulté concrète d'amener des technologies de chimie durable au niveau industriel. Alors, je vais retourner à l'expérience de Nicolas Clément Desormes, et certains de ses travaux sont prolongés aujourd'hui en termes de chimie durable. Je traiterai par exemple de l'éclairage, avec les travaux qui sont, alors c'est pas des licornes encore, mais c'est des belles startups de mon point de vue, avec la startup NextDot, les 2 startups dont je vous parle sont françaises, qui développent des quantum dots, qui vont permettre de réduire la consommation électrique des écrans tout en renforçant leur intensité lumineuse. Et on a un doctorant de l'équipe qui vient tout juste d'être embauché dans cette thématique de nanotechnologie. Et puis pour les colorants, je citerai la start-up Pili avec laquelle nous collaborons dans le laboratoire et qui développe des colorants renouvelables issus de fermentation de micro-organismes.
Et leur bilan énergétique, enfin leur bilan environnemental est vraiment très intéressant puisque le nombre d'équivalents de CO2 rejetés lors de la fabrication de leurs biocolorants est réduit d'un facteur 9 par rapport à la production de colorants issus de la pétrochimie. Et en plus, les coproduits générés lors de la production de leurs colorants sont renouvelables et biodégradables. Alors, si je vous ai présenté dans cette intervention certaines innovations qui peuvent participer au développement durable et qui semblent extrêmement importantes, si on cite par exemple le prix Nobel de chimie 2001, Noyori, il nous disait que la chimie verte n'est pas simplement une phrase, mais que c'est quelque chose d'essentiel pour la survie de l'humanité. On voit quand même que les exemples que je développe et l'impact de la chimie va être essentiellement sur le pilier vivable, santé-environnement du développement durable. Et donc, cette chimie durable ne peut avoir qu'un impact limité et ne peut être que contributive au développement durable. Alors, bien entendu, les piliers équitables et viables sont essentiels pour équilibrer les problématiques de durabilité. Et dans son traité de chimie industrielle, Nicolas Clément Desormes écrit « Il faut toujours que la production soit en rapport avec la consommation ». Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cette interrogation de Nicolas Desormes était une prémisse ou une première prise de conscience sur la régulation nécessaire de nos modes de consommation pour adopter des comportements plus écologiques et sans doute plus solidaires. En effet, face à une planète dont les ressources sont maintenant clairement limitées, au réchauffement climatique, à la problématique de la démographie mondiale, s'oppose clairement pour nous le problème du développement qu'on veut choisir et, de mon point de vue, de la nécessité de réguler notre système économique et notre système financier pour arriver à maîtriser les objectifs du développement durable proposés par l'ONU. Alors, est-ce qu'une régulation de notre système économique et financier est possible ou est-elle utopique ou est-ce qu'on doit adhérer aux pédagogies de la catastrophe comme on en a parlé récemment dans la presse, telles que la collapsologie? Alors je vais essayer d'être optimiste et de vous parler d'un exemple qui me tient à cœur, qui traite du monde pharmaceutique, puisque je fais mes recherches dans le monde pharmaceutique. Ce domaine a été qualifié comme étant un domaine extrêmement financiarisé. Médecins du Monde a même parlé d'une financiarisation extrême du monde pharmaceutique. Et ceci peut se comprendre à l'examen en fait de ces grands mouvements depuis les années au moins 90, ces grands mouvements de fusion-acquisition qui ont structuré ce qu'on appelle aujourd'hui les big pharma pharmaceutiques. Alors cette financiarisation a abouti à des prix de médicaments qui sont souvent réellement excessifs. Et en 2016, on a eu par exemple l'appel des 110 cancérologues en France contre le coût des médicaments pour l'oncologie. Il y avait pratiquement tout le who-is-who de la cancérologie française dans cet appel. Et puis de façon encore plus marquante, en 2018, Médecins du Monde alerte les États et la société sur le prix des traitements innovants et les risques associés en termes d'accès aux soins. Et leur action, c'est vraiment une action coup de poing, puisqu'ils s'opposent au brevet du Kymriah, qui est une innovation pharmaceutique énorme, puisque c'est vraiment l'utilisation de la thérapie génie dans un système de soins personnalisés pour un patient donné, avec un coût pour les patients qui est de l'ordre de 320 à 350 000 euros. Donc voilà ce que coûte ce traitement pour un patient. Heureusement, les cas sont pour l'instant très rares. Alors cette financiarisation de l'industrie thérapeutique a pourtant, il y a pourtant d'autres réalités dans le monde pharmaceutique et je voudrais l'illustrer en vous parlant de cette organisation, le DNDi. En fait, en 2003, avec l'argent du prix Nobel de la paix, comme quoi recevoir un prix Nobel, ça peut vraiment être utile dans certains cas, on a Médecins du Monde
qui crée, avec l'Institut Pasteur et puis 4 instituts de recherche en pays en zone tropicale, cette institution, le DNDI. C'est une organisation indépendante à but non lucratif qui a pour objet le développement et la mise à disposition de médicaments traitant les maladies tropicales négligées. Alors, ces maladies tropicales négligées ne sont pas des maladies rares, mais sont des maladies qui ne peuvent pas intéresser le marché pharmaceutique, et des maladies aussi où la problématique de distribution du médicament est extrêmement complexe. Alors, la plupart de ces maladies tropicales négligées sont associées à des mortalités importantes, des morbidités invalidantes, et puis aussi à des stigmas qui entraînent vraiment les cycles de pauvreté. Donc c'est un problème majeur pour des pays démunis et pour la plupart d'ailleurs africains. Alors cette organisation, donc à but non lucratif, développe en fait des partenariats public-privé extrêmement complexes qui vont regrouper des compagnies pharmaceutiques et donc des big pharma, des ONG, des institutions publiques pour organiser, fédérer et rassembler les multiples compétences nécessaires à la recherche, au développement d'un médicament et aussi à sa mise à disposition sur des terrains très complexes, dans des zones de conflit, etc. Et cette organisation est effectivement extrêmement performante pour quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle a noué plus de 45 partenariats avec l'industrie pharmaceutique, donc de nombreuses big pharma, et surtout, depuis 2003, elle a délivré et implémenté 8 traitements en Afrique sur ces maladies tropicales négligées. Alors voilà un exemple de succès du DNDI, c'est un des traitements qui concernent la maladie du sommeil, donc qui est un parasite, comme vous le savez, qui est transmis par la mouche tsetse. C'est une maladie extrêmement grave, puisque finalement le parasite va envahir le système nerveux central, ce qui va induire des détériorations mentales progressives, des troubles du sommeil, puis des comas, puis des morts, en tout cas si elle n'est pas diagnostiquée et traitée extrêmement rapidement. Alors DNDI, c'est en passant, 65 millions de personnes sont à risque en Afrique de contracter cette maladie. Alors en 2005, DNDI commence un programme de recherche pharmaceutique et crible des chimiothèques qui sont à la fois universitaires et à la fois industrielles, donc c'est un premier signe de leur partenariat, et identifie une molécule, le fexinidazole, vous remarquerez que je ne vous ai pas mis sa formule ici, et signe avec Sanofi, donc une big pharma, un partenariat. Donc DNDI va s'occuper du développement préclinique, clinique, de l'enregistrement du médicament, tandis que Sanofi va s'occuper de sa fabrication et de sa distribution et de sa production. À l'issue de toutes les étapes de validation d'un médicament, les différentes phases, les phases 1 à 3, en 2018, l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de cette molécule en tant que premier traitement entièrement oral, efficace contre les 2 stades de la maladie du sommeil. Et DNDI ne s'arrête pas là, puisque cette organisation est en train de travailler sur un nouveau médicament, l'acosiborole, qui est aujourd'hui en phase 2-3, et qui a un traitement oral aussi, mais à dose unique pour éliminer la maladie du sommeil de façon durable. Alors pourquoi cette dose unique est intéressante ? Parce qu'on va pouvoir délivrer le médicament dans des zones très reculées, très difficiles d'accès, dans des zones de conflit, voire dans des zones où on a maintenant une résistance parce qu'on a beaucoup distribué le fexinidazole. Et donc, je pense que cette organisation DNDI et ses succès sont des très beaux exemples qui montrent que des entreprises très financiarisées comme les Big Pharma peuvent, dans certains cas, dépasser les logiques de rentabilité financière et être réellement des acteurs du développement durable pour réduire des inégalités dans des pays très démunis avec des innovations thérapeutiques majeures. C'est une ouverture, j'espère Christian que c'est ça la 4e révolution que tu évoquais tout à l'heure,
probablement très limitées, et qui, de mon point de vue, devraient servir de modélisation vers un système économique alternatif, plus durable, plus solidaire et éthique, et indispensable aux enjeux de la planète au XXIe siècle. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.